Aujourd'hui, retour sur une séance dense de questions au gouvernement, marquée par des échanges forts sur la crise agricole, la situation internationale, la sécurité, la santé et le budget pour 2026. Pour rester informé des grands débats parlementaires, likez cette vidéo, partagez-la et abonnez-vous à la chaîne. Bonjour à tous, la séance est ouverte. L'ordre du jour appelle les questions au gouvernement. La première va être posée par Monsieur Philippe Fay pour le groupe Horizon. Merci Madame la Présidente, Madame la Ministre, chers collègues. Élu d'un territoire rural et agricole, je suis pleinement mobilisé aux côtés des agriculteurs de ma circonscription. J'étais ces dernières semaines dans plusieurs exploitations, dont celle de Damien Salomon, vendredi dernier à Ernie. Encore hier, sur l'autoroute à Boulogne-sur-Mer, j'étais présent lors des manifestations aux côtés de Lucie Delbar, Benoît Hédin et celles et ceux qui se mobilisent pour dénoncer l'accord Mercosur et alerter sur les distorsions de concurrence insupportables entre pays. Ces moments forts de mobilisation rappellent combien la défense de nos filières, de nos territoires et de notre souveraineté agricole demeure une priorité absolue, comme l'a rappelé le groupe des députés Horizon régulièrement. Malheureusement, les semaines se ressemblent et la colère des agriculteurs ne faiblit pas. Ils sont plusieurs milliers à manifester aujourd'hui à Paris et dans toute la France pour obtenir des actes concrets et immédiats du gouvernement. À quelques jours de la signature de l'accord commercial UE-Mercosur, leurs espoirs ont laissé place à la colère, mais leurs revendications, elles, n'ont pas varié. Nos agriculteurs, Madame la Ministre, réclament une chose simple, que les importations respectent nos standards de production, ces mêmes standards qui font notre fierté et font l'excellence de l'agriculture française. Ces standards, il nous faut les défendre avec conviction et force. Nous savons, Madame la Ministre, que vous vous êtes battue pour imposer la clause de sauvegarde, la réciprocité des normes et l'augmentation des contrôles. Mais aujourd'hui encore, entre 10 et 25% des produits importés en France ne respectent pas les normes minimales imposées aux producteurs français. Il nous faut aller plus loin, notamment sur l'étiquetage des denrées alimentaires, car la traçabilité est la condition même des contrôles efficaces et de choix éclairés pour les consommateurs. Enfin, la difficulté ne tient pas seulement aux accords commerciaux internationaux, elle tient aussi aux surtranspositions nationales qui, au sein même de l'Union européenne, exposent nos agriculteurs à une double concurrence déloyale. Madame la Ministre, comment comptez-vous faire avancer deux priorités essentielles, l'uniformisation et la simplification des règles applicables à nos agriculteurs et l'obligation effective de traçabilité des produits alimentaires importés? Et avec quelle crédibilité pouvons-nous porter ces exigences à l'échelle européenne alors même que notre pays ne dispose toujours pas d'un budget pour l'année en cours? Je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur le député. La parole est à Madame Annie Genevard, ministre en charge de l'Agriculture. Merci Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Philippe Fay. Je vous remercie pour votre question. Vous avez raison, on ne peut pas expliquer aux agriculteurs et aux consommateurs que ce qui est interdit dans l'Union européenne puisse être autorisé de fait à travers l'importation de production. C'est incompréhensible, c'est inacceptable, c'est injuste. Et c'est un principe cardinal de mon action depuis que je suis à la tête du ministère que de porter au niveau européen la voix des agriculteurs et celle des consommateurs pour que naisse une nouvelle législation qui interdise de fait dans les produits importés des résidus de substances qui sont interdites partout en Europe. Nous l'avons obtenu, j'y viens, mesdames et messieurs les députés du Rassemblement national, si vous me laissez parler. C'est une victoire que la France a portée et obtenue. Une coalition est en train de naître au niveau des États européens sur ce point. Mais cela ne suffit pas et surtout cela ne va pas assez vite. Et avec l'accord de Monsieur le Premier ministre, nous avons décidé d'interdire dans les produits importés 5 substances et l'Union européenne en a validé déjà 3. C'est à l'initiative de la France, c'est un progrès majeur et j'entends poursuivre cette action. Et puis enfin sur la question des contrôles, car aucune interdiction ne vaut si on ne peut pas en contrôler l'application. J'ai décidé, et c'est une première en Europe, en accord avec Madame la ministre des Comptes publics, de pouvoir constituer une brigade de contrôle qui interviendra à la fois sur les importations venant des ports du nord de l'Europe et puis également sur l'ensemble du territoire national. C'est une avancée majeure et c'est pas une dizaine de douaniers qui vont être chargés, c'est plusieurs dizaines de personnes qui seront chargées d'effectuer ces contrôles. Vous voyez, monsieur le député, je pense que le chemin est pris, la détermination est là et nous n'allons pas cesser de progresser dans cette voie. Je vous remercie. Merci beaucoup, Madame la Ministre.
Merci. La parole est à présent Madame Anchia Bamana pour le Rassemblement national. Merci Madame la Présidente. Ma question s'adresse à Monsieur Laurent Nunez, ministre de l'Intérieur. Mayotte traverse une crise de l'eau d'une gravité exceptionnelle. Nos compatriotes continuent de subir des coupures, les contraignant de vivre sous un stress hydrique indigne pour des vies humaines. Le plan Eau Mayotte prévoit des investissements qui ne produiront pas d'effet concret avant 2027. Or, une instruction ministérielle du 19 juin 2017 impose que chaque département soit doté d'un plan Orsec eau potable. Mayotte demeure aujourd'hui le seul département à en être dépourvu. Cette carence de l'État est d'autant plus incompréhensible que le Parlement vient de voter une loi pour la refondation de Mayotte dont la mise en œuvre suppose des besoins en eau considérables. Monsieur le ministre, ma question est simple. Quand l'État déclenchera-t-il un véritable plan Orsec eau potable à Mayotte afin de garantir immédiatement à nos compatriotes l'accès effectif à un droit fondamental, l'eau potable? Je vous remercie. Merci beaucoup Madame la députée. La parole est à Madame Naïma Mouchou, ministre des Outre-mer. Madame la Présidente, merci. Mesdames, Messieurs les députés, Madame la députée Bamana. Évidemment, l'accès à l'eau, c'est un sujet vital pour les territoires. C'est d'ailleurs pour cette raison qu'il y a tout juste un mois, quand je me suis rendue sur place, j'ai souhaité très rapidement, pour ma première visite, aller m'assurer de l'état d'avancement du chantier de l'usine d'Ironi Bay. Et vous étiez par ailleurs à mes côtés. J'ai constaté que les travaux, d'ailleurs, avançaient. Et je reste convaincue qu'il faut des projets structurants pour sortir durablement de la crise de l'eau. Sur le plan sanitaire, et en lien avec ma collègue Stéphanie Rist, nous avons observé effectivement une augmentation de certaines maladies virales qui sont liées à un déficit hydrique. Nous ne détournons pas le regard. Évidemment, l'ARS a immédiatement réagi avec une prise en charge des patients, des actions de prévention, vaccination de l'entourage, des actions d'aller vers. L'ARS a également mis en place des rampes d'eau pour améliorer l'accès à l'eau et pour prévenir toutes ces maladies, en complément de la réponse que je viens vous donner. Sur la gestion de crise que vous avez abordée, un plan eau est en cours de finalisation, Madame la députée, qui doit permettre une réponse coordonnée en cas de perturbation grave d'approvisionnement en eau. Et c'est un plan qui doit aboutir, Madame la députée, avant la fin du semestre, du premier semestre 2026. Et je voudrais conclure avec clarté, Madame la députée. La mobilisation générale que vous appelez de vos voeux, je la partage aussi, mais elle doit se concrétiser. Des projets existent, vous l'avez dit. Des financements aussi sont ouverts. Mais pour passer à l'action, il va falloir voter un budget, Madame la députée. On ne peut pas ici soutenir la mise en œuvre d'actions concrètes pour Mayotte et dire demain, je vais renverser le gouvernement, je vais voter la motion de censure. Il faut de la cohérence, Madame la députée. Chaque jour de retard pris dans le vote du budget, c'est affaiblir le territoire mahorais. Vous l'avez dit vous-même, nous avons besoin de mise en œuvre. Et la mise en œuvre, elle est très concrète. Il faut joindre les discours aux actes. Je vous invite à voter le budget pour Mayotte. Merci beaucoup, Madame la ministre. Madame la députée. Madame la ministre, indépendamment du budget, vous ne répondez pas à ma question. Je vous ai saisi par une note du 23 novembre 2025 pour vous proposer des solutions temporaires de dessalement en haute mer dans un cadre relevant de la responsabilité de l'État face à cette crise d'urgence humaine. À ce jour, aucune réponse en retour de votre part. Votre silence est inacceptable et traduit un mépris à l'égard des Mahorais sur un sujet aussi fondamental. Merci beaucoup, Madame la députée. La parole est à présent à Madame Anaïs Bellouassa-Chérifi pour le groupe La France Insoumise. Madame la Présidente, Monsieur le ministre du Logement, la France vient de traverser une nouvelle vague de froid intense. Sans aucune anticipation, des plans grand froid ont été déclenchés dans l'urgence. Insuffisants pour accueillir toutes les personnes qui en avaient le besoin et le droit. L'État a sciemment opéré un tri forçant des familles et des enfants à s'abriter dans des écoles désaffectées, des miseurs isolés à dormir dans des tentes. Quand l'État ne garantit plus le droit au logement, alors vous trahissez la République. Encore une fois, la Macronie n'a rien fait pour loger l'ensemble des personnes sans abri dans notre pays. La situation actuelle, c'est votre bilan, c'est votre responsabilité, c'est vos choix politiques. Monsieur le ministre du Logement,
La semaine dernière, vous avez répondu à mon collègue Fernandez, je cite, « Si vous voulez que ça s'améliore, vous avez qu'à voter le budget. » Mais quel budget ? Un budget du logement qui baisse de 6%. Un budget qui saigne les associations qui prennent soin des personnes qui en ont le plus besoin. En somme, un budget qui abandonne ceux qui en ont le besoin et qui met à l'abri les plus riches de notre pays. Comment justifier votre action quand plus de 2200 enfants dorment à la rue chaque nuit dans notre pays ? Comment se fait-il que cela ne soulève pas un brin d'indignation dans vos rangs ? Vous refusez d'agir. Les préfets peuvent réquisitionner les logements vacants. Et la France compte plus d'1 million de logements vacants depuis plus de 2 ans. Il faut donc réquisitionner tous les logements vacants de notre pays pour sauver des vies. Entre discours et réalité, quand allez-vous ordonner aux préfets de réquisitionner ? Je vous remercie, Madame la députée. La parole est à Monsieur Laurent Nunez, ministre de l'Intérieur. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Madame la députée, pardonnez-moi, j'excuse le ministre du Logement qui est retenu au Sénat, donc je réponds bien volontiers à votre question, d'autant plus que, comme vous le savez, les préfets se sont engagés sur cette vague de grand froid qui était d'une précocité et d'une durée exceptionnelle, vous l'avez rappelé, les 4 et 5 et 6 janvier ont même été marqués à l'échelle nationale par 3 journées et 3 nuits consécutives de température négative. Un phénomène qui n'avait pas été observé depuis février 2018. Cet épisode inédit, par son intensité, sa persistance et son étendue géographique, a conduit 85 départements à activer le plan grand froid. 85 départements qui ont activé ce plan grand froid, qui a conduit à l'ouverture au plus fort de la crise de près de 8000 places d'hébergement supplémentaires temporaires. 8000 places, dont plus de la moitié pour l'Île-de-France, avec un effort significatif qui a donc été réalisé, en plus du renforcement de l'élargissement des maraudes, du renforcement des capacités du 115 et de l'extension des horaires d'accueil de jour, qui a été extrêmement important. Cela me donne l'occasion, Madame la députée, plutôt que d'en appeler à des prérogatives, à des réquisitions là où nous avons un dispositif qui permet de répondre à l'urgence, cela me donne l'occasion de saluer et de remercier une nouvelle fois, au nom du gouvernement, la mobilisation exceptionnelle des services de l'État, des collectivités locales, des associations qui, grâce à leur précieux concours et engagement, ont pu répondre à ces besoins et démontrer une capacité qui a su se hisser au niveau de l'urgence qu'exigeait la situation, en protégeant notamment les plus vulnérables et en faisant vivre concrètement les valeurs de solidarité, de responsabilité qui fondent notre République. Et je rappelle que nous ouvrons 203 000 places d'hébergement d'urgence chaque année pour plus de 3 milliards d'euros et que oui, Madame les députées, oui, il nous faut un budget pour que nous puissions continuer cet effort. Merci beaucoup, Monsieur le ministre. Madame la députée. Monsieur le ministre, malgré vos justifications, la réalité est là. Des gens meurent dans notre pays, dans la rue. Et autant vous dire que votre responsabilité provoquera votre chute. Demain, on vous censure. Merci beaucoup. La parole est à présent à Madame Constance Legris pour le groupe Ensemble pour la République. Merci Madame la Présidente. Un massacre, un bain de sang. C'est une tuerie massive qu'un régime est en train de perpétrer contre son propre peuple. Je veux bien sûr parler ici du régime en place à Iran depuis 47 ans. Le régime de la République islamique d'Iran, où des mollahs islamistes liés et soutenus par les sinistres Pasdaran, le corps des gardiens de la révolution islamique, qui ont d'ailleurs fait main basse sur l'économie du pays, massacrent, répriment, oppressent, emprisonne, réprime dans le sang toute contestation, viole et condamne à mort. Ce régime n'a eu de cesse de réprimer dans le sang toute protestation, toute contestation à chaque fois. Et à chaque fois, nous avons fini par détourner le regard. Cette fois-ci, nous ne pouvons plus détourner le regard. Nous devons aller au-delà des déclarations et des condamnations. Cette fois-ci, nous apprenons, alors que nous apprenons d'horribles nouvelles,
des milliers de morts. Certains parlent même en Iran de 12 000 morts. Des centaines, voire des milliers de personnes arrêtées, détenues, des blessés à l'hôpital, des personnes condamnées à mort. Certains vont être condamnés et pendus dès demain. Alors, le silence on tue n'est plus de mise. Il faut agir. Certes, nous devons encore une fois, encore et toujours, saluer le courage inouï des Iraniennes et des Iraniens qui, au péril de leur vie, descendent dans la rue depuis le 28 décembre, au péril de leur vie. Nous devons condamner, bien sûr, condamner, comme cela a fini par être fait par plusieurs responsables européens, par le chef de l'État, nous devons condamner de toutes nos forces les violations systématiques des droits de l'homme et cette violence d'État. Condamner, saluer le courage, nous ne devrons jamais cesser d'être aux côtés des combattants de la liberté en Iran. Mais monsieur le ministre, il faut agir. Il faut agir. Des leviers diplomatiques existent. Quand allez-vous enfin demander à ce que le corps des gardiens de la révolution islamique soit inscrit sur la... Merci beaucoup, Madame la députée. La parole est à Monsieur Jean-Noël Barrot, ministre de l'Europe et des Affaires étrangères. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Madame la députée Constance Le Grip. Vous l'avez dit, voilà que dans les villes et les villages d'Iran, dans toutes les provinces, le peuple iranien s'est levé une nouvelle fois pour réclamer la justice et la dignité. Des commerçants, des jeunes femmes et des jeunes hommes, et partout, un seul et même cri de ralliement, le cri de la liberté. Et face à cette révolte pacifique, une répression, vous l'avez dit, intolérable, insupportable et inhumaine. Des manifestants abattus à bout portant par des armes d'assaut, Internet bloqué pour mieux masquer l'étendue de l'horreur, des cadavres qui, par centaines et peut-être par milliers, s'entassent dans des sacs, dans des hôpitaux, des morts que nous pleurons avec les familles iraniennes endeuillées, des appels de détresse auxquels nous ne pouvons rester insensibles. Et c'est la raison pour laquelle la France a condamné, par la voix du président de la République, la répression avec la plus grande fermeté, en dénonçant cette violence d'État qui s'est abattue aveuglément sur les manifestants pacifiques. Cette condamnation, je l'ai signifiée au ministre des Affaires étrangères de l'Iran et elle sera réitérée à l'ambassadeur d'Iran en France que j'ai convoqué aujourd'hui au Quai d'Orsay. Mais nous ne nous arrêterons pas là. Il ne saurait y avoir aucune impunité pour ceux qui tournent leurs fusils contre des manifestants pacifiques. Pas plus qu'il n'y en a eu contre les auteurs de la répression contre le mouvement Femmes, Vie, Liberté en 2022. La présidente de la Commission européenne vient d'annoncer que des désignations seront proposées et discutées dans les prochains jours et les prochaines semaines. Vous l'avez dit, Madame la députée, par cette révolte pacifique, le peuple iranien a donné au monde une leçon de courage, le courage de ceux qui sont prêts à prendre tous les risques pour défendre leur liberté. Et dans ce moment décisif de leur histoire, la France, le pays des droits de l'homme et des Lumières, se tiendra tout entier aux côtés du peuple iranien. Merci beaucoup, Monsieur le Ministre. La parole est à présent à Monsieur François Ruffin pour le groupe écologiste. Monsieur le Premier ministre, j'ai vu ma Picardie se vider de ses usines pour une Chine devenue l'usine du monde. Je ne veux pas voir mon pays se vider de ses fermes pour un Brésil devenant la ferme-usine du monde. Le traité avec le Mercosur pose bien sûr une question sur le modèle agricole. La mise en concurrence de nos fermes familiales avec des latifundias 100 fois plus grandes. Il pose une question de santé publique, d'environnement, avec des centaines de molécules interdites ici, autorisées là-bas. Mais il pose avant tout une question démocratique. Tous les syndicats agricoles sont contre. Toutes les associations environnementales sont contre. Tous les partis, tous les députés, tous les sénateurs sont contre. Et Madame von der Leyen triche, truc, trafique pour contourner les assemblées nationales, pour appliquer l'accord avant même le vote du Parlement européen. Bref, pour échapper à la démocratie, et ce n'est qu'un début.
Elle continue par des traités de libre-échange avec l'Inde, l'Australie, la Malaisie, avec le monde entier. Le grand déménagement du monde, voilà son projet. Sur le Mercosur, le président de la République n'a cessé de zigzaguer. En voyage au loin, il est pour, mais contre quand il revient ici. Aussi, nous vous demandons maintenant de la clarté, de la sincérité dans ce combat. Voilà le journal officiel de mardi dernier avec cette résolution adoptée demandant, je cite, à l'État français la saisine de la Cour de justice de l'Union européenne. Cette résolution, nous l'avons ici votée à l'unanimité. Alors maintenant, nous exigeons que vous saisissiez la Cour de justice. Nous exigeons que vous respectiez le vote de cette Assemblée. Nous exigeons que vous combattiez par tous les moyens, par tous les leviers ce traité. Nous exigeons que vous opposiez à cette adoption provisoire. Nous l'exigeons pour protéger notre agriculture. Sinon, demain, ce sera votre censure. Merci beaucoup, monsieur le député. La parole est à monsieur Jean-Noël Barrot, ministre de l'Europe et des Affaires étrangères. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député François Ruffin, il n'y a pas de pays en Europe qui, plus sincèrement que la France ne l'a fait, sous l'autorité du Président de la République, du Premier ministre, qui ait autant défendu nos industries, nos emplois depuis 9 ans. Ouvrez les yeux. Un certain nombre des propositions que nous avons formulées, qui rencontraient à l'époque une opposition très vive de la part de nos partenaires, ont fini par être adoptées, y compris parfois grâce au soutien de vos groupes politiques. Et ces derniers mois, nous avons vu enfin l'Union européenne prendre ses responsabilités pour défendre certaines filières qui sont menacées par le déferlement d'importations venues notamment de l'Asie et de la Chine. Ce sont des mesures de sauvegarde sur l'acier avec le doublement des droits de douane et la division par 2 des quotas. Ce sont des mesures pour protéger cette petite industrie des ferroalliages qui était menacée de disparition. C'est la préférence européenne que nous parvenons enfin à imposer texte après texte dans les instruments européens. Et c'est bien évidemment le combat qu'a mené le Premier ministre, la ministre de l'Agriculture et l'ensemble de l'interministériel pour défendre les intérêts de nos agricultrices et nos agriculteurs. Pour repousser cet accord du Mercosur qui portait atteinte à nos intérêts, mais pas les bras ballants dans des déclarations larmoyantes, mais l'arme au poing pour obtenir des contreparties, pour obtenir des concessions au profit de nos agriculteurs. C'est la clause de sauvegarde la plus protectrice jamais insérée dans un texte européen. C'est les mesures miroirs qui vont interdire l'entrée sur le marché unique en complément des mesures prises au niveau national. C'est le renforcement des contrôles. Mais maintenant, mesdames et messieurs les députés, c'est au Parlement européen qu'il faut aller pour mener la résistance, pour introduire cette demande devant la Cour de justice européenne et pour faire entendre la voix des groupes politiques qui, ici, l'ont fait entendre au niveau national, mais qui désormais doivent le faire entendre à Strasbourg et à Bruxelles. Merci beaucoup, monsieur le ministre. Monsieur le député. Monsieur le ministre, vous avez répondu pendant 2 minutes, simplement vous n'avez pas répondu à la question, c'est non. Vous ne saisirez pas la Cour de justice de l'Union européenne. Le Parlement européen peut le faire, la France peut le faire aussi. Merci beaucoup. La parole est à présent à monsieur Philippe Gosselin pour le groupe Droite républicaine. Merci Madame la Présidente, mes chers collègues, Mesdames et Messieurs les ministres. Depuis plus de 15 jours, le peuple iranien offre au monde un exemple de courage inouï, exemplaire. Une fois encore, il se lève contre un régime de dictature qui l'opprime depuis des décennies. Si le silence des réseaux est imposé par les autorités et rend difficile l'accès aux informations, nous savons déjà que le bilan est très lourd. Oui, trop lourd. Des jeunes, des moins jeunes, des hommes, des femmes que je vous demande d'applaudir, courageuses et qui forcent notre admiration. Et même des personnes handicapées tombent sous les balles, des balles réelles. Les morgues autour de Téhéran et partout ailleurs débordent, si j'ose dire. On parle de milliers de morts et les premières pendaisons auront lieu demain. La diversité des victimes est bien la preuve incontestable que l'ensemble de la société iranienne est en train de se lever pour dire non au Mollah. On est très loin de la révolte de la vie chère, très loin des commerçants du bazar de Téhéran. Alors quand on entend certains discours de gauche qui nous disent que c'est juste une contestation de la vie chère, j'avoue que j'ai du mal à l'avaler, comme beaucoup d'Iraniens et beaucoup de collègues ici. Nous avons bien en effet une révolution du peuple iranien. Ce peuple veut retrouver sa liberté, sa souveraineté contre un régime corrompu
et oppresseurs. Nous sommes au point de bascule. Nous ne pouvons pas rester sans rien dire. La France doit agir. Ici, à l'Assemblée, nous sommes la voix du peuple iranien. Nous rappelons donc, mesdames et messieurs, chers collègues, que le gouvernement et l'Union européenne doivent agir. Inscrire, par exemple, le corps des gardiens de la Révolution sur la liste des organisations terroristes. Il faut aussi conditionner toute relation politique et commerciale à la fin des exécutions, à la fin de la répression. Il faut aussi traduire les criminels, le cas échéant, et dans le futur, devant la justice internationale. Aujourd'hui, le silence n'est plus une option. Monsieur le ministre, que compte faire le gouvernement? Merci beaucoup, monsieur le député. La parole est à monsieur Jean-Noël Barrot, ministre de l'Europe et des Affaires étrangères. Merci, Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Philippe Gosselin. Comme vous, je veux regretter un certain nombre d'indignations sélectives qui refusent de voir la réalité des faits, malgré la chape de plomb qui couvre la réalité de l'horreur qui se déroule aujourd'hui à Téhéran et dans les provinces de l'Iran. Comme je l'ai dit tout à l'heure, il ne suffit pas de se lamenter d'une situation désastreuse, encore faut-il d'abord qualifier les faits. Et c'est ce que la France a fait hier en dénonçant cette violence d'État qui s'est abattue sur les manifestants pacifiques. Condamnation qui a été signifiée au ministre des Affaires étrangères et qui le sera à l'ambassadeur que nous avons convoqué. Mais je l'ai dit, nous n'allons pas nous arrêter là, puisqu'il ne saurait y avoir aucune forme d'impunité contre les auteurs de cette répression. Pas plus qu'il y en a eu lors des répressions précédentes, dont les auteurs ont été ciblés par des sanctions européennes. Et je vous renvoie à nouveau à la déclaration, il y a quelques minutes, de la présidente de la Commission européenne qui va proposer un certain nombre de désignations nouvelles, ciblant les auteurs, celles et ceux qui ont tourné leurs armes contre des civils innocents. Et puis enfin, je l'ai dit tout à l'heure, mais je veux à nouveau insister, comme vous l'avez fait, sur le courage inouï dont on fait preuve et dont font preuve aujourd'hui les Iraniennes et les Iraniens, nos sœurs iraniennes et nos frères iraniens, le courage admirable de ceux qui sont prêts à prendre tous les risques, y compris le plus grand de tous les risques, au service d'une cause juste, de la défense des libertés fondamentales et des droits fondamentaux. Et nous continuerons évidemment de suivre très attentivement la situation et d'agir pour que cette situation prenne fin au plus tôt. Merci beaucoup, monsieur le ministre. La parole est à présent à madame Pascale Got pour le groupe socialiste. Merci madame la présidente. Le massacre en cours de milliers de manifestants iraniens est insoutenable. Ils tombent sous les tirs fanatiques du pouvoir de Ali Khamenei parce qu'ils réclament du pain, de l'eau, de l'électricité et surtout la liberté. L'atrocité de cette répression s'exerce dans l'isolement du peuple iranien, le pouvoir ayant coupé toute communication extérieure. Les quelques informations qui filtrent attestent de l'horreur de la situation. Une horreur dans une trop grande retenue de la France et de l'Europe, excepté quelques condamnations diplomatiques d'usage. Or, quand un régime tire sur son peuple, appeler à la retenue ne protège vraiment personne. Le groupe socialiste, contrairement à ce que j'ai entendu et apparenté, est dans l'incompréhension de cette forme d'attentisme. Aujourd'hui, c'est malheureusement la voix menaçante de Donald Trump qui se fait entendre, même si elle résonne avec moins de conviction que lorsqu'il s'agit de faire main basse sur le pétrole vénézuélien. Alors, monsieur le ministre, je vous remercie de répondre concrètement aux questions suivantes. Quel levier la France, avec l'Union européenne, compte-t-elle actionner pour venir en aide au peuple iranien ? Son aide sera-t-elle offensive, sous forme de sanctions contre les responsables de la répression, avec toutes les réserves et la prudence qu'il se doit pour nos deux compatriotes, Cécile Keller et Jacques Paris, encore en Iran ? Sera-t-elle une aide humanitaire d'urgence, notamment pour les blessés qui n'ont pas accès librement aux soins ?
Qu'est-ce qui est en préparation et dans quel délai? Allez-vous avec l'Europe par un système satellitaire ou même avec les États-Unis rétablir les communications extérieures pour mettre fin à l'impunité? Pouvons-nous espérer une réponse européenne coordonnée pour enrayer cette stratégie de terreur contre le peuple iranien qui lutte pour sa dignité et la démocratie, avec une pensée particulière pour Najès Mohammadi, prix Nobel de la paix, toujours emprisonné. Merci beaucoup, Madame la députée. La parole est à Monsieur Jean-Noël Marot, ministre de l'Europe et des Affaires étrangères. Merci Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Madame la députée Pascale Got, comme vous, et indépendamment des responsabilités qui sont les vôtres et qui sont les miennes, je suis profondément indigné par ce qu'il nous revient, le peu qu'il nous revient de la situation à Téhéran et en Iran. Et comme j'ai pu le dire en réponse aux questions précédentes, la France n'hésitera pas à agir. Et s'agissant plus particulièrement de la question des désignations et des sanctions, vous le savez parce que j'ai déjà eu l'occasion de m'exprimer devant vous l'année dernière, nous n'avons pas hésité à prendre des sanctions européennes en convainquant nos partenaires contre les responsables de la politique d'otages d'État, contre les responsables du transfert par l'Iran à la Russie de drones ou de matériel militaire. Ou plus récemment, à la fin du mois de septembre dernier, lorsque l'Iran ne respectant pas ses obligations en matière de maîtrise de son programme nucléaire, nous avons rétabli l'ensemble des embargos des Nations Unies qui avaient été levés il y a 10 ans au moment de la conclusion de l'accord sur le nucléaire iranien. La Commission européenne s'est exprimée à l'instant. Elle va présenter des désignations d'auteurs de la répression en cours qui doit absolument cesser. Et les messages que j'ai tenus devant la représentation nationale aujourd'hui seront portés avec beaucoup de fermeté à l'ambassadeur iranien en France, comme je l'ai fait vis-à-vis du ministre des Affaires étrangères iranien. Merci beaucoup, Monsieur le Ministre. La parole est à présent à Monsieur Lionel Tivoli pour le Rassemblement national. Merci Madame la Présidente. Ma question s'adresse à Monsieur le Ministre de l'Intérieur. Monsieur le Ministre, il y a quelques jours à Grasse, un jeune homme de 23 ans a été tué par balle, en pleine rue, sur une artère passante, là où vivent et travaillent chaque jour des milliers de gens. Je veux d'abord avoir une pensée pour sa famille, pour ses proches, mais aussi pour nos concitoyens. Et je veux remercier les forces de l'ordre et les secours qui sont intervenus avec sang-froid et professionnalisme. Monsieur le ministre, aujourd'hui la violence s'installe partout et n'épargne aucun quartier. Cette fois-ci, ce n'est pas une cité, ce n'est pas un quartier difficile, c'est le cœur de ville, grâce à une réalité particulière que vous ne pouvez ignorer. Pourtant, c'est une ville où le manque de policiers nationaux se fait chaque jour ressentir. Monsieur le ministre, cet acte n'est pas le premier. Il y a un peu plus d'un an, un règlement de compte avait déjà coûté la vie à un homme de 15 ans. 15 ans. Et aujourd'hui, tout recommence. Les habitants ont le sentiment que l'État recule. Nos policiers sont à bout, épuisés, usés par les sous-effectifs et par la violence d'individus de plus en plus décomplexés. C'est précisément pour cela que je demande depuis bientôt 4 ans le classement de Grasse en zone de sécurité prioritaire. Parce qu'une zone de sécurité prioritaire, c'est des effectifs supplémentaires, une action coordonnée dans la durée, une présence réelle, visible, constante. Ce passage est essentiel pour stabiliser les effectifs de police dans notre département où le coût de la vie est parfois plus cher qu'ailleurs. Alors ma question est simple, quelles mesures concrètes le gouvernement entend prendre pour renforcer la présence et les moyens des forces de sécurité à Grasse dans l'ouest des Alpes-Maritimes? Comptez-vous renforcer les effectifs de police sur notre territoire et surtout, allez-vous enfin classer Grasse en zone de sécurité prioritaire? Monsieur le ministre, il est urgent d'agir. Nous ne pouvons plus laisser une population vivre dans la peur et nous ne pouvons plus demander à nos policiers de tenir indéfiniment à bout de force. Merci beaucoup, Monsieur le député. La parole est à Monsieur Laurent Nunez, ministre de l'Intérieur. Merci beaucoup, Madame la députée, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Lionel Tivoli. Donc, vous citez effectivement un fait d'homicide qui a été commis le 7 janvier dernier à Grasse, donc où un jeune homme de 23 ans a perdu la vie, dans un contexte qu'il appartient à l'enquête judiciaire qui s'est ouverte d'établir. Je ne connais pas ce contexte,
mais je ne le connais pas, mais à supposer qu'il se déroule comme les faits précédents que vous avez cités dans le cadre d'un trafic de stupéfiants, je n'en sais rien, je reste évidemment prudent, mais sachez que les policiers de Grasse sont totalement motivés pour lutter contre les trafics. Il y en a effectivement à Grasse, il y a une cité, il y a un point de deal, et les policiers sont présents tous les jours sur le terrain. Ils étaient présents le soir même après cet homicide, notamment la compagnie départementale d'intervention des Alpes-Maritimes qui s'est engagée ce soir-là, puis dans les jours qui ont suivi. Vous évoquez la situation des effectifs à Grasse, et vous me demandez clairement de classer cette ville en zone de sécurité prioritaire. Je suis au regret, monsieur le député, de vous dire que depuis maintenant quelques années, ce dispositif des zones de sécurité prioritaire n'existe plus. C'était un dispositif qui a permis, il y a 5 ou 6 ans, d'affecter effectivement des effectifs supplémentaires sur certains points du territoire. Ce n'est plus notre façon de travailler. Nous ciblons des points de deal, des endroits où il y a du trafic de stupéfiants, où il y a d'autres types de délinquance, et nous pilonnons ces territoires. C'est ce qui est fait à Grasse, évidemment avec les effectifs locaux, mais pas seulement. Il y a une mutualisation qui s'effectue au niveau de l'ensemble du département et qui permet d'agir de manière extrêmement efficace et de lutter contre la délinquance. Et évidemment, à supposer encore une fois que ce règlement de compte, si c'en est un, soit lié au trafic de stupéfiants, nous continuerons l'action déterminée qui est la nôtre pour lutter contre les trafics, en démantelant des réseaux judiciaires et en occupant l'espace public pour éviter qu'ils se réimplantent. Mais la réponse à la question que vous me posez précisément, c'est non, il n'y aura pas de zone de sécurité prioritaire. Je n'en ouvre plus, il n'y en a plus. Par contre, on met le paquet là où il y a besoin, et là où il y a besoin d'effectifs, nous sommes présents en masse. Merci beaucoup, monsieur le ministre. Monsieur le député. Monsieur le ministre, vous allez donc démanteler ces réseaux sans enquêteurs ou avec un manque d'effectifs d'enquêteurs à Grasse? Merci beaucoup, monsieur le député. La parole est à présent monsieur Denis Masseglia pour le groupe Ensemble pour la République. Merci madame la présidente. Monsieur le ministre de l'économie et des finances, pendant que la France insoumise vote avec le Rassemblement national 26 milliards d'euros d'impôts supplémentaires sur nos entreprises, une autre réalité s'impose à nous sur la scène internationale. Celle d'une compétition économique et fiscale de plus en plus assumée. La France a été parmi les initiateurs de l'impôt minimum mondial sur les multinationales. Nous avons porté ce combat à l'OCDE, au G20, puis au niveau européen. Nous avons été parmi les premiers à transposer cet accord en droit national avec une conviction claire: mettre fin à l'optimisation fiscale agressive, rétablir de l'équité et protéger le financement de notre modèle social. La semaine dernière, le président Trump a annoncé que les multinationales américaines seraient dispensées de cet impôt minimum mondial, une annonce qui constitue un signal extrêmement préoccupant pour les entreprises européennes et françaises. Cette situation s'inscrit dans un contexte politique clair. Le retour de Donald Trump s'accompagne d'une stratégie assumée de désengagement multilatéral, de protectionnisme fiscal et de rapports de force économiques. Une méthode dont les États-Unis n'ont pas le monopole. Face à cela, l'Europe ne peut pas être naïve. Sans renier ses valeurs, elle doit pour autant s'employer elle aussi à défendre activement ses intérêts. Et il est urgent que nous nous adaptions au nouveau paradigme mondial, celui dans lequel la négociation s'efface au profit du rapport de force. Monsieur le ministre, pouvez-vous nous préciser les conséquences de ce nouvel accord vis-à-vis de notre économie et de nos entreprises et nous indiquer ce que prévoit le gouvernement pour défendre à la fois la souveraineté, l'attractivité et l'emploi sur nos territoires? Je vous remercie. Merci beaucoup, monsieur le député. La parole est à monsieur Roland Lescure, ministre de l'économie et des finances. Merci madame la présidente, mesdames, messieurs les députés, monsieur le député Denis Masseglia. 3 choses. D'abord, l'accord, vous l'avez dit pilier 2 de l'OCDE, c'est un accord qui a été signé par 147 États sur l'impulsion de la France, et c'est la France qui a convaincu le monde que la fiscalité minimale des sociétés devait s'imposer à toutes et à tous. Les États-Unis, à l'époque, avaient signé cet accord. Et c'est vrai qu'avec l'élection de Donald Trump, au sommet du G7 de juin dernier au Canada, l'administration américaine nous a signifié qu'il souhaitait sortir de cet accord. Et l'accord politique qui a été signé à l'époque au G7, ça a été d'accord à une condition, que vous appliquiez aux États-Unis un dispositif similaire. Et l'accord qui a été entériné par l'OCDE la semaine dernière, c'est exactement ça. Les États-Unis se sont engagés à appliquer
sur leur territoire domestique, un accord similaire qui fait que les entreprises américaines seront elles aussi soumises à un impôt minimal sur le territoire américain. Et évidemment, les filiales françaises des entreprises américaines, elles, établies en France, seront soumises à l'accord et devront payer cet impôt minimal ici en France. Surtout, même si évidemment j'aurais préféré que les États-Unis restent dans cet accord, l'accord qui a été signé la semaine dernière, il permet d'entamer la discussion sur un autre pilier, ce qu'on appelle le pilier 1. Vous vous souvenez, mesdames et messieurs les députés, que dans le cadre des discussions budgétaires, je vous avais enjoint à ne pas voter une taxe sur les services numériques tout seul. Et je m'étais engagé à ce que les discussions multilatérales puissent reprendre pour éviter évidemment des mesures de rétorsion qui s'appliqueraient à un certain nombre de secteurs français. L'accord de la semaine dernière, il va permettre exactement ça. Je l'ai évoqué avec mon homologue américain hier. J'étais à Washington, je l'ai rencontré. Nous sommes d'accord pour reprendre la discussion sur la fiscalité minimale des gérants du numérique. C'est évidemment une avancée majeure à laquelle vous êtes tous sensibles et à laquelle nous allons continuer à nous battre. Merci, monsieur le député. Merci beaucoup, monsieur le ministre. La parole est à présent à monsieur Christophe Naegelen, président du groupe Lyot. Merci, madame la présidente. Monsieur le Premier ministre, la situation actuelle du pays amène à ce qu'on oublie complètement les plus fragiles. Et je pense notamment à nos aînés qui ont construit notre pays et qui d'ailleurs doivent être bien désolés de l'état dans lequel ils se trouvent actuellement. Nos EHPAD sont un lieu de vie et il est de notre devoir d'être en capacité d'offrir des conditions et un cadre digne dans les établissements, mais aussi un cadre de travail convenable pour les professionnels qui y exercent avec dévouement. Monsieur le Premier ministre, des demandes de besoins, d'investissement ou d'amélioration remontent régulièrement, mais il en va de même pour tous mes collègues. Face au vieillissement de la population, la demande de place se fait de plus en plus pressante dans les territoires ruraux, et notamment dans les Vosges. Et face à cela, moins de financement et plus de contraintes réglementaires qui sont, elles, pour le coup, de plus en plus lourdes. Monsieur le Premier ministre, je vais vous prendre un exemple précis. Dans les Vosges, dans ma vallée de la Moselle, le C2HVM, composé des EHPAD du Thillot, de Bussan, dans un marasme administratif et financier depuis des années, aux dépens du personnel, des résidents, de leurs familles et en fin de compte de tout un territoire. Avec des travaux de désenfumage nécessaires dans l'un, une rénovation totale prévue pour l'autre et en fin de compte, rien n'avance. Cet exemple-là, il n'est qu'un exemple parmi des centaines d'autres qu'on peut constater sur tout notre territoire. Monsieur le Premier ministre, on a coutume de dire qu'on juge une société à la manière dont elle traite ses anciens. Donc concrètement, quels vont être les moyens mis en place par le gouvernement pour que chaque EHPAD public de France puisse accueillir dignement nos aînés et bien entendu une réponse particulière sur le sujet que j'ai pris en exemple. Merci beaucoup, monsieur le président Naegelen. La parole est à monsieur le Premier ministre. Merci beaucoup, madame la présidente de l'Assemblée nationale, mesdames et messieurs les députés, monsieur le député Naegelen. C'est pas un sujet nouveau, création de la branche autonomie, toutes les lois qui se sont succédées depuis maintenant 5 ou 6 ans, dont d'ailleurs une loi dont Paul Christophe avait été le rapporteur, l'affectation de premiers moyens pour cette branche, tant sur le volet sécu que sur les questions de compensation pour les conseils départementaux. Évidemment, c'est la question de l'APA et de la PCH. Le Ségur de la santé, mais aussi dans sa part médico-sociale. Je vous remercie de la tonalité de votre question et la manière dont, avec votre groupe, vous nous avez accompagnés dans les travaux sur le PLFSS, parce qu'on a parfois un certain nombre d'interlocuteurs politiques qui, dans les médias, s'émeuvent du trou de la sécurité sociale en oubliant précisément que ce trou a une origine aussi, c'est justement les sommes importantes qui sont débloquées pour le salaire de celles et ceux qui soignent au quotidien dans les EHPAD, mais aussi, vous l'avez rappelé, dans la part d'infrastructure sur laquelle la dette bâtimentaire est absolument colossale dans le pays. On n'en a pas terminé parce que le défi démographique est pratiquement un sujet de campagne présidentielle. Le ministre de l'Éducation nationale en sait quelque chose pour les écoles. Nous en savons quelque chose aussi, évidemment, sur le nombre de nos concitoyens qui vont basculer dans le grand âge et dans la dépendance. On parle pratiquement d'un chiffre absolument important, considérable. 250 000 Françaises et Français basculeraient dans cette dépendance en plus à l'horizon de 2030. Donc il est clair qu'il faut agir maintenant.
Qu'est-ce qui ne peut pas attendre la présidentielle? C'est au fond un des moyens de vous répondre de manière précise. Un, les EHPAD de votre circonscription. Bien noté, les ministres ont consigne de regarder ce sujet dans le cadre des textes que vous avez d'ailleurs votés du PLFSS, qui va permettre évidemment aux autorités de régulation de clarifier les plannings de travaux. Deux, que n'a-t-on entendu sur la contribution financière pour l'autonomie, une CSG patrimoine réformée au fond, dans lequel celles et ceux qui parfois font de la politique en expliquant qu'il faut mettre plus d'argent pour le grand âge sont celles et ceux qui aujourd'hui critiquent le fait que cette branche ait des recettes supplémentaires. Donc merci aux parlementaires qui ont voté le PLFSS parce que ça permet de créditer d'1,5 milliard d'euros de plus cette branche. Je vous rappelle que l'acceptabilité, y compris avec les différents groupes de cette augmentation de recettes, était de l'affecter justement à l'autonomie et c'est chose faite. Et ça permettra évidemment d'avancer. Il faudra évidemment l'exécuter. Troisième sujet, puisque votre groupe s'intéresse beaucoup aux questions territoriales, c'est la question de la gouvernance. Et on le voit bien dans les remontées des différentes associations d'élus, remontées spontanées des collectivités territoriales sur les travaux préparatoires que mène la ministre Gatel et les ministres compétents sur les travaux de décentralisation, commence à monter une demande de clarification de qui fait quoi. Sans le trancher maintenant, je le dis prudemment, le défi du maintien à domicile, la question du logement et de l'adaptation de ce logement pour les Françaises et les Français qui veulent rester vivre dans leur domicile le plus longtemps possible, et de l'autre côté, les EHPAD qui vont connaître un besoin de médicalisation de plus en plus fort. Et ça, cette question de la gouvernance, si vous êtes d'accord, Monsieur le Président Negelen, en plus de la situation locale que vous nous avez signalée, en tirer aussi des conclusions plus globales pour les années qui viendront. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Monsieur le Premier ministre. La parole est à présent à Madame Emeline Kerbidi pour le groupe GDR. Merci Madame la Présidente. Chers collègues, ma question s'adresse à Monsieur le Garde des Sceaux. Un an après le vote du projet de loi de lutte contre le narcotrafic, le parquet national anticriminalité organisée est entré en fonction le 5 janvier 2026. Cette centralisation de l'organisation et des moyens tranche avec le manque abyssal de moyens auxquels nous sommes confrontés en Outre-mer pour lutter contre le trafic de drogue. En novembre 2025, les juges d'instruction du tribunal judiciaire de Saint-Denis, submergés par les affaires de stupes, indiquaient ne plus être en mesure de traiter certains dossiers. Les prisons, quant à elles, débordent. Le 29 décembre 2025, les agents pénitentiaires de la maison d'arrêt de Saint-Pierre se sont mis en grève pour dénoncer la surpopulation carcérale qui dégrade leurs conditions de travail et rend les conditions de détention indignes. Avec 200 détenus pour 114 places, les hommes s'entassent à 16 dans les cellules où la chaleur est suffocante. Les murs et les plafonds de ce bâtiment, construit en 1863, s'effritent, rongés par le sel et l'usure du temps. Impossible désormais de faire respecter les interdictions d'entrée en contact entre détenus. Les conditions de sécurité ne sont plus réunies depuis longtemps, mais la situation continue de se dégrader. La situation n'est pas meilleure à la prison de Domingeau, où la surpopulation carcérale est de 150%, la faute encore au narcotrafic, les saisies de cocaïne ayant augmenté de 67% depuis 2024. Mais les moyens alloués à la justice, à la police, à la gendarmerie, eux, n'ont pas doublé. Il n'y a toujours pas de scanner à l'aéroport Roland-Garros, ni scanner à container au port de la rivière des Galets. Nous voyons arriver ce tsunami blanc, s'abattre sur nous, englouir notre jeunesse, l'avenir de notre île, et nous nous sentons terriblement délaissés par l'État. Que fera la PNACO à Paris s'il n'y a pas de juge chez nous pour traiter les dossiers, pas d'enquêteurs pour démanteler les réseaux, plus de place en prison pour incarcérer les mules et les dealers? Alors que nous reprenons les débats sur le projet de loi de finances, l'heure est venue de discuter à nouveau des moyens. Augmenter les effectifs de magistrats et d'officiers de police judiciaire, construire une nouvelle prison, investir dans des scanners. Monsieur le ministre, le prix à payer sera toujours moindre que celui des vies humaines exploitées et emportées par ce fléau. Merci beaucoup, Madame la députée. La parole est à Monsieur Gérald Darmanin, garde des Sceaux et ministre de la Justice. Merci Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés. Madame la députée, vous avez parfaitement raison. Nous avons et nous connaissons dans le monde entier, en France et donc particulièrement dans nos Outre-mer, qui connaissent les deux difficultés d'appartenir au territoire national qui est touché par le narcotrafic et par des malheureusement consommations et échanges internationaux qui poussent ce territoire d'outre-mer et singulièrement l'océan Indien à connaître ce narcotrafic, une submersion. Et c'est pour ça que le Parlement, et je vous en remercie, a donné des moyens très importants à Monsieur le ministre de l'Intérieur et à moi-même pour pouvoir lutter contre ce narcotrafic.
Évidemment, le parquet national dont il faut tous, je crois, ici se réjouir parce qu'il va permettre de prendre à peu près 200 dossiers de partout, y compris de territoires ultramarins, pour les travailler avec les GIRS régionales que nous avons également renforcées et pour lutter, comme on l'a fait sur le parquet antiterroriste, contre les hauts du spectre, la crypto-monnaie, les difficultés internationales et la coopération internationale qui est inhérente au narcotrafic va continuer avec l'augmentation du nombre de magistrats qui existent, et notamment à La Réunion. J'ai tenu une journée spéciale sur l'outre-mer avec Madame la ministre des Outre-mer sur la justice. Je pense que tout le monde a considéré que c'était une journée importante. 130 magistrats sont aujourd'hui à La Réunion. Ils vont continuer à augmenter. Je me rendrai dans quelques semaines maintenant dans votre territoire et à Mayotte. D'abord, en effet, pour pouvoir rencontrer les agents pénitentiaires qui font un métier extrêmement difficile. Le directeur de l'administration pénitentiaire est allé à ma demande voilà 2 mois. Et j'aurai des annonces à faire, tant en immobilier judiciaire, mais aussi en changement pour lutter contre la surpopulation carcérale. Vous avez vu mes récentes annonces de numerus clausus. Et deuxièmement, pour annoncer le renfort supplémentaire de magistrats à La Réunion et un nouveau tribunal de proximité à Saint-Benoît, me semble-t-il, dont nous avons posé la première pierre. Dire, Madame la députée, que nous avons évidemment besoin d'un budget, parce que pour avoir ces renforts de magistrats, ces renforts de greffiers, ces renforts de fonctionnaires, il faut un budget. Pour l'instant, les concours sont ouverts, mais nous ne pouvons pas recruter. Je sais que l'Assemblée nous aidera notre justice à connaître la création de 1600 emplois, rien que pour l'année 2026, dans le budget que nous a autorisé Monsieur le Premier ministre. Merci beaucoup, Monsieur le ministre de la Justice. La parole est à présent à Monsieur Elie Kalifer pour le groupe socialiste. Oui, merci. Merci Madame la Présidente. Ma question s'adresse à Madame la Ministre de la Santé. Madame la Ministre, le 3 décembre, le psychiatre Jean-Michel Gall a été poignardé par son patient en pleine consultation. Cet assassinat vient nous rappeler que la situation de la santé mentale en Guadeloupe est très préoccupante et même plus. De nombreux rapports soulignent l'urgence d'agir pour améliorer l'accès aux soins psychiatriques et renforcer les équipes de santé mentale. En Guadeloupe, selon l'enquête de santé européenne de 2019, 16% de la population présente un symptôme de dépression. Le rapport de la défenseur des droits sur la santé mentale en Guadeloupe montre qu'il y a une augmentation de 12% des cas de troubles psychiques. L'isolement lors de la pandémie de Covid-19 et la dégradation générale de la situation financière des familles a accentué les problèmes de santé mentale avec une augmentation significative des hospitalisations. Parallèlement, on constate que le système de santé mentale est confronté à des défis structurels. Une insuffisance de structures d'accueil et de médecins, une densité de psychiatres 2 fois moindre que celle de l'Hexagone. En effet, il y a 11 psychiatres pour 100 000 habitants dans notre territoire, tandis qu'il y a en Hexagone 22 pour 100 000. La précarité et les troubles psychiatriques sont des facteurs d'insécurité supplémentaires dans notre territoire, déjà particulièrement touchés par la violence. Rappelons qu'en 2025, 52 homicides ont été enregistrés en Guadeloupe. Ces éléments à eux seuls soulignent l'urgence d'améliorer les soins de santé mentale en Guadeloupe. Face à cette situation dramatique, Madame la Ministre, quelles sont les mesures concrètes que vous entendez mettre en œuvre pour améliorer l'accès aux soins psychiatriques en Guadeloupe, bien sûr? Quelles sont les réponses surtout comptez-vous donner au plan de sécurisation de la prise en charge qui vous a été adressé par le PSM de Guadeloupe? Il y a urgence, Madame la Ministre. Merci beaucoup, Monsieur le député. La parole est à Madame Stéphanie Rist, ministre de la Santé. Merci, Madame la Présidente. Le drame du décès du docteur Le Gall est évidemment un drame et j'ai adressé toutes mes condoléances à ses proches, à ses collègues de l'établissement aussi. Vous posez la question de quelles actions pour la santé mentale en Guadeloupe, dont on sait, et vous l'avez rappelé, pour des raisons historiques, de façon structurelle, la prévalence de cette pathologie en Guadeloupe. Ces éléments exercent une pression forte et durable sur les services d'urgence et de psychiatrie. Dans ce contexte, nous agissons avec détermination pour renforcer l'organisation de la prise en charge en santé mentale, améliorer les parcours
sur l'ensemble du territoire. Sous l'autorité du préfet de région et du directeur général de l'Agence régionale de santé de Guadeloupe, des travaux opérationnels sont engagés. L'objectif est d'améliorer la coordination entre les acteurs, sécuriser, comme vous l'avez dit, les procédures de prise en charge et optimiser l'organisation du transport sanitaire, en particulier dans les situations d'urgence. Un travail collectif associant l'ensemble des partenaires concernés est conduit pour fluidifier les parcours, depuis l'intervention sur la voie publique jusqu'à l'hospitalisation et pour mieux articuler les réponses entre les urgences et la psychiatrie. Parallèlement, une action de fond est menée en direction des publics les plus vulnérables, notamment les personnes en situation de grande marginalité. Déploiement d'équipes mobiles psychiatrie précarité, développement de dispositifs d'aller vers, création de lits halte soins santé et de lits d'accueil médicalisés et amélioration de l'accès aux soins et à l'hébergement adapté. Enfin, pour préparer l'organisation des urgences du nouveau CHU de Guadeloupe, des travaux sont menés sur le projet territorial de santé mentale. L'objectif est clair, renforcer durablement l'offre de santé mentale et mieux répondre aux besoins de la population guadeloupéenne. Merci beaucoup, Madame la Ministre. Vous n'avez plus de temps, Monsieur le député. La parole est à présent à Madame Delphine Lingemann pour le groupe démocrate. Merci Madame la Présidente. Ma question s'adresse à Madame la Ministre des Comptes publics. Un pays sans budget, c'est un pays fragilisé. Cette absence de budget, ce n'est pas qu'une affaire de techniciens, c'est aussi une question de stabilité et de confiance. Parce que derrière un budget, il y a la capacité de l'État à agir. Pour notre défense, dans un monde qui se durcit. Pour nos agriculteurs éprouvés par la crise sanitaire et aujourd'hui fragilisés par le Mercosur. Pour nos entreprises qui ont besoin de visibilité pour investir et pour embaucher. Et il y a aussi le quotidien. Sans budget, la sécurité et la justice attendent avec des recrutements suspendus. Sans budget, nos territoires attendent eux aussi avec des dotations aux collectivités locales gelées comme le sont les projets d'infrastructure à l'image de la ligne Clermont-Paris. Sans budget, l'éducation nationale, elle aussi attend et des milliers d'étudiants restent dans l'incertitude sur les concours de recrutement d'enseignement. Madame la Ministre, plus le temps passe, plus la facture augmente et plus la confiance en notre capacité collective à aboutir s'érode. Avec mon groupe, nous avons un cap clair. Tenir le déficit sous les 5%, maîtriser la dépense là où c'est nécessaire, trouver des recettes là où c'est juste, sans casser ni le pouvoir d'achat, ni l'investissement. Mais pendant que certains cherchent des solutions, d'autres alimentent la crise dans une alliance des extrêmes. Et souvent, ils le font ensemble. Comme la semaine dernière en commission, le RN et LFI ont voté main dans la main pour supprimer la dotation aux collectivités locales. Autrement dit, pour fragiliser nos territoires et nourrir le chaos. Avec mon groupe, nous avons choisi la responsabilité et aujourd'hui, chacun doit prendre la sienne comme le gouvernement. Madame la Ministre, quelle méthode le gouvernement entend-il engager pour donner enfin un budget à la France? Merci beaucoup, Madame la députée. La parole est à Madame Amélie de Montchalin, ministre en charge des comptes publics. Merci, Madame la Présidente. Madame la députée, la méthode, c'est le compromis. La méthode, c'est la transparence. Et la méthode, c'est l'état de droit. Le compromis, vous êtes engagés, je tiens ici vraiment à remercier tous les groupes politiques qui, depuis des semaines et encore dans les derniers jours, ont souhaité, tout en étant parfois dans l'opposition, tout en étant évidemment clair sur le fait qu'il n'y a pas de compromission, chercher un accord politique qui résolve les crises, qui répondent à l'essentiel, qui permettent de réduire le déficit et qui permettent au pays, au fond, de fonctionner en 2026. La méthode, c'est la transparence. Nous faisons les choses ici dans l'hémicycle, en commission, avec des amendements, avec des débats, avec des votes. Je pense que c'était attendu, vu la situation politique, attendu des Français, que les choses se fassent, au fond, au bénéfice de ceux qui s'engagent dans le compromis. Et puis, la méthode, c'est l'état de droit, c'est de respecter la Constitution, avec évidemment des outils constitutionnels qu'il nous faut respecter. Je pense à l'article 40, à l'article 45, je pense au respect de l'entonnoir. Et évidemment, vous le savez, un certain nombre d'outils sont à la main du gouvernement, mais ces outils ne remplacent pas un article qui n'existe pas dans la Constitution.
Il n'y a pas d'article qui donne la méthode, qui donne la recette pour que nous ayons un compromis, à part l'engagement en responsabilité de ceux qui, comme vous cet après-midi, seront là, je le sais, pour reprendre les débats. Vous avez parlé des collectivités. Effectivement, nous devons, alors que les municipales approchent, donner un cadre clair aux candidats aux élections municipales, aux maires, évidemment aux présidents de département et aux présidents de région qui s'engagent sur des politiques publiques essentielles. C'est pourquoi, vous le savez, le gouvernement a souhaité que nous commencions, et c'est assez inhabituel, non pas par la fiscalité, mais par le budget des collectivités. C'est donc les articles budgétaires puis relatifs à la fiscalité des collectivités qui vont nous permettre de commencer nos travaux à nouveau, parce que nous ne tournons pas en rond, nous voulons avancer. Tous les enjeux que vous avez cités sont prioritaires. Et oui, faire des économies et oui, répondre aux Français, ça demande du courage, celui de l'action politique concrète, ici et maintenant, avant des échéances électorales qui arriveront, mais ce n'est pas le moment. Je vous remercie. Merci beaucoup, Madame la Ministre. La parole est à présent Madame Joëlle Mélin pour le Rassemblement national. Merci, Madame la Présidente. Madame la Ministre de la Santé, médecins et agriculteurs manifestent en même temps avec le même cri de ras-le-bol et de détresse. Ce n'est ni un hasard, ni une coïncidence. La santé et l'agriculture sont par essence même les deux domaines vitaux pour les Français. Pour cela, tous les professionnels ont investi en temps personnel ou familial, en études, en perfectionnement, en investissement dans l'outil de travail, parfois au risque de leur santé. Et pour beaucoup aujourd'hui, cela paraîtrait vain. Concernant les soignants comme les agriculteurs, ils subissent depuis plus de 60 ans un outil économique stupide, obsolète et mortifère, celui du blocage des prix. Au nom de la maîtrise médicalisée de 1980, les acteurs libéraux comme institutionnels vivent au rythme des recettes disponibles de l'assurance maladie. Peu à peu, au fil des discussions conventionnelles et des lois de sécurité sociale, la tutelle a pris les professionnels de santé, leur structure et leur avenir comme une variable d'adaptation. Aujourd'hui, on est dans le mur. Pour beaucoup, en particulier les plateaux techniques lourds au bord du gouffre financier et de l'épuisement faute de repreneurs. Et comme les professionnels de santé rejimblent, le directeur de la CNAM, fort de la loi de financement de la sécurité sociale de 2026, menace de bloquer unilatéralement les honoraires sans aucune revalorisation. La méthode est insupportable et constitue une mise à mort du système conventionnel. Et en ce qu'il fixe aussi les honoraires, mais les taux de remboursement des malades, c'est aussi une atteinte au système de soins. Cette attitude cache mal les responsabilités de la tutelle en matière budgétaire. 83 milliards de plafond d'emprunt cette année pour la COS. Qui dit mieux? Un jour, Madame la Ministre, vous avez dit « Je veux que les médecins m'en donnent pour mon argent ». Aujourd'hui, oui Madame, je les ai entendus, absolument. Et aujourd'hui, ce sont les soignants et les patients qui vous disent « On en veut pour notre argent ». Comment comptez-vous les rassurer? Merci Madame la députée. La parole est à Madame Stéphanie Rist, ministre en charge de la Santé. Merci Madame la Présidente. Madame la députée Mélin, nous sommes effectivement depuis une semaine face à une grève des médecins. Une grève qui s'explique, je le crois, par de grandes raisons. La première, il s'agit de mesures qui étaient d'ailleurs la plupart initialement dans le texte du budget de la Sécurité sociale, et avec le travail des parlementaires, ces mesures n'existent plus dans le texte du budget de la Sécurité sociale. Au-delà de ces mesures, il y a aussi un sentiment chez les médecins de stigmatisation, un sentiment de mesures successives ces quelques dernières années, de ressentiment envers une suradministration qu'on peut d'ailleurs entendre parfois. Mais au-delà des caricatures que vous faites ou des propos que j'aurais tenus, ce qui est faux, Madame Mélin, je tiens à le redire, il y a les engagements et les vrais engagements. J'ai pu m'engager sur une des mesures que les médecins redoutent, qui est la décision unilatérale, plutôt que de passer par les négociations conventionnelles. Cette mesure inscrite dans le budget de la Sécurité sociale que vous avez voté
permet au gouvernement de prendre cette décision unilatérale. J'ai pu m'exprimer très clairement sur le fait que je souhaitais qu'on renforce les négociations conventionnelles. C'est la base de notre système de santé et pas du tout de prendre ces décisions de façon unilatérale. Mais alors que certains alimentent les mouvements de grève pour remonter les uns contre les autres, je crois au contraire que nous devons apaiser. Je le redis, ma porte est ouverte et je crois tout à fait possible de travailler ensemble avec les médecins dans les jours, mois qui viennent, quand ils le souhaiteront. Mais nous avons avancé parce que ce qu'il compte, c'est la santé de nos concitoyens. Et beaucoup de mesures nous permettent d'avancer avec eux, parce qu'eux aussi ont envie de soigner correctement les concitoyens. Donc je ne suis pas, comme vous le dites, désespérée au bord du gouffre. Je crois vraiment que nous pouvons y arriver et je le souhaite le plus rapidement possible. Merci beaucoup, Madame la Ministre. La parole est à présent à Monsieur Hendrik Davy pour le groupe écologiste et social. Merci, Madame la Présidente. Alors, notre système de santé est à bout de souffle. Notre groupe n'a cessé de le répéter durant l'examen du projet de loi de finances de la Sécurité sociale, Madame la Ministre. Un tiers de nos concitoyens vivent dans des déserts médicaux et la dette cumulée des hôpitaux atteint 30 milliards d'euros, car les tarifs et les dotations ne suivent pas l'augmentation des coûts. Ce manque de moyens se traduit par des pertes de chance pour les patients hospitalisés et la multiplication d'incidents graves aux urgences. Par exemple, à Saint-Nazaire, Rennes ou Aix-en-Provence, rien que la semaine passée. Les soignants exigent, pour reprendre leurs mots, des lits, des bras et pas de l'efficience. Or, les acteurs de la santé nous alertent sur les négociations en cours concernant les tarifications à l'acte. Lors du PLFSS, par rapport à la copie initiale, le gouvernement s'était engagé à augmenter le budget des hôpitaux. Tout le monde ici s'en souvient. C'est ce que notre Assemblée a voté. Moins d'un mois plus tard, les négociations entre la ministre de la Santé et les hôpitaux nous feront craindre qu'une nouvelle fois, ce gouvernement ne tienne pas sa parole. 2 alertes nous ont été transmises par les hospitaliers. D'une part, le gouvernement envisage de ne pas verser 100 millions d'euros de dotation. Ce gel pénalisera la permanence des soins, la revalorisation des astreintes des médecins, la pédopsychiatrie ou encore la recherche. Plus grave et plus cynique, nous apprenons que l'hypothèse de croissance de l'activité hospitalière proposée par le ministère des Comptes publics a été révisée à la hausse. Alors c'est technique, mais en fait, à enveloppe constante, cette surévaluation absolument injustifiée conduira en réalité à un gel des tarifs des actes et à une baisse donc des moyens pour les hôpitaux. Alors reporter le déficit de la sécurité sociale sur celui des hôpitaux n'est ni souhaitable ni pérenne. Des recrutements et des investissements seront repoussés, annulés et la qualité des soins sera dégradée. Madame la Ministre, je vous le demande solennellement, respectez votre parole et les votes de l'Assemblée nationale et augmentez le budget des hôpitaux à la hauteur des besoins. Vous le devez à tous les patients hospitalisés, mais aussi à tous les soignants mal payés et débordés qui font tenir notre système de santé. Votre politique d'austérité se traduit concrètement par des tragédies. Cela doit cesser, Madame la Ministre. Merci, Monsieur le député. La parole est à Stéphanie Ries, ministre de la Santé. Merci Madame la Présidente. Monsieur le député Davy, merci beaucoup pour votre question parce que, comme vous l'avez dit, il y a une crainte que nous ne respecterions pas notre parole. Je peux vous dire, Monsieur le député Davy, que suite au vote de ce budget de la Sécurité sociale, la première fois que je vis ce travail-là, nous avons... une fois que le budget est voté, à travailler sur la campagne tarifaire, donc les tarifs des hôpitaux, ce que nous avons fait dès la fin du vote du budget de la Sécurité sociale. Et c'est un travail qui se fait avec le ministère, évidemment, du budget et notre ministère de la Santé. Ça veut dire des réunions très très longues, beaucoup de nos collaborateurs, des services, que je tiens à remercier parce que juste avant les fêtes de Noël, c'était un vrai gros travail. Et je peux vous rassurer, Monsieur Davy, d'ailleurs, nous avons eu les fédérations hospitalières qui pourront, je pense, vous le confirmer, puisque l'engagement que nous avions pris était, premièrement, qu'il y ait des tarifs au 1er janvier. Nous avons pu faire la campagne tarifaire début janvier. À ce jour, les tarifs ont été proposés. Les tarifs sont stables dans l'engagement qu'on avait pris, il était celui-là. Vous pouvez reprendre toutes mes prises de parole lors du budget de la Sécurité sociale. Les tarifs sont pris. Il y a eu des discussions sur les volumes, puisque, vous l'avez dit aussi, c'est assez technique, mais l'année dernière, il y avait des discussions sur des volumes qui n'ont pas été les bons. Nous avons justement adapté pour que cette année, les volumes soient les plus
proche de ce qui devrait arriver. Je crois qu'il y a eu une inquiétude, et je le sais, il y a eu un communiqué de presse des fédérations au moment où nous avions ces discussions avec Bercy et au moment où c'était dans le travail technique, je dirais, mais à l'heure d'aujourd'hui, je peux vous le dire, les engagements du gouvernement qui étaient sur des tarifs stables, ensuite sur toutes les mesures nouvelles promises, elles sont aussi dans cette campagne tarifaire. Merci beaucoup Madame la Ministre. La parole est à présent à Monsieur Éric Ciotti, président du groupe UDR. Merci Madame la Présidente. Ma question s'adresse à Monsieur le Premier ministre. Il est des moments où le silence n'est plus une prudence mais une faute. Face à la situation en Iran, Monsieur le Premier ministre, la France ne peut rester silencieuse. Depuis 1979, la dictature islamique ne gouverne pas, elle enchaîne. Elle ne conduit pas un peuple, elle le brise. Aujourd'hui, elle tue massivement. 2000 victimes seraient déjà à déplorer. Au cœur de cette oppression, la jeunesse et les femmes, celles que le régime veut invisibiliser, sont devenues le visage du courage. Celles qui l'humilient, qu'il menace, emprisonne et tue, sont devenues le symbole de la liberté. Nous n'avons pas oublié Masha Amini, morte pour quelques mèches de cheveux. Nous n'avons pas oublié ces femmes qui retirent leur voile au péril de leur vie. Nous n'avons pas oublié cette femme courageuse qui brûle de sa cigarette la photo de l'ayatollah Khamenei. Alors, à l'extérieur, l'Iran des mollahs est devenu un facteur majeur de chaos. Il finance et arme des milices terroristes, dont le Hezbollah et le Hamas, entretient des guerres au Liban, au Yémen. Il représente une menace nucléaire réelle. La France a connu le prix de sa barbarie. On se souvient du Drakkar en 1983. On pense à nos militaires morts. Ce qui se joue aujourd'hui, ce n'est pas une revendication, c'est le réveil d'une civilisation qui a éclairé l'humanité. La France ne peut plus demeurer dans l'ambiguïté. Aujourd'hui, comme je l'ai demandé au président de la République, allez-vous, oui ou non, reconnaître l'opposition iranienne? Allez-vous exiger de l'Union européenne l'inscription des gardiens de la Révolution comme organisation terroriste? La clarté n'est pas une provocation, elle est une nécessité morale. L'histoire nous regarde, elle nous jugera. Merci beaucoup, Monsieur le Président Ciotti. La parole est à Monsieur le Premier ministre. Merci beaucoup, Madame la Présidente de l'Assemblée nationale. Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le Président Ciotti, je crois que vous avez raison de dire, et je pense que quelles que soient les divergences politiques ici sur ces bancs, personne n'a rien oublié et que cette mémoire de l'ensemble du combat que mène le peuple iranien pour sa liberté, le respect de ses droits fondamentaux et les aspirations bien naturelles à vivre dans un autre régime politique méritent d'être non seulement saluées, mais soutenues unanimement sur l'ensemble des bancs ici de l'Assemblée nationale et redire que la République française se tient derrière le peuple iranien. Parler de silence est excessif. La voix du ministre de l'Europe et des Affaires étrangères a permis, je crois, de donner déjà plusieurs indications sur ce que nous faisons depuis le début de cette séance, soit évidemment à l'échelle nationale, soit à l'échelle européenne. Et d'ailleurs, c'était en grande partie dans votre question. 3, peut-être, pour compléter ce que le ministre a dit, parce que je pense aussi, quelles que soient les divergences d'opinion, vous soutiendrez cette approche des choses dans les heures qui viennent. Nous avons toujours un éminent devoir de protection de la communauté française présente en Iran. Pratiquement 1000 citoyens français y vivent et parce que leurs noms n'ont pas encore été cités depuis le début de cette séance de questions au gouvernement, évidemment la question de Madame Koller et de Monsieur Paris qui sont encore actuellement à l'ambassade et dont vous savez très bien que la situation reste plus que fragile et préoccupante. Protection également des intérêts de la France dans la région. On ne peut pas ne pas voir que la République islamiste d'Iran a commis des frappes sur une base américaine au Qatar il y a de cela plusieurs mois et que vous l'avez dit en creux dans votre question, la question de l'embrasement régional reste une préoccupation absolument majeure. Pardon donc d'emprunter cette prudence qui n'est pas une prudence inutile mais qui conduit aussi, comme dans toute gestion de crise, à ne jamais perdre de vue l'essentiel, nos valeurs, et on les a rappelées, mais aussi la protection du peuple français où qu'il soit, y compris de la communauté française en Iran.
Merci beaucoup, Monsieur le Premier ministre. La parole est à présent à Monsieur Aymeric Caron pour le groupe La France Insoumise. Merci. Je vais vous reparler d'un peuple qui indiffère ce gouvernement et qui indiffère d'ailleurs la plus grande partie de cet hémicycle, dont on a parfaitement compris, on en a la preuve, votre départ le prouve, dont on a parfaitement compris qu'elle a l'empathie à géométrie variable. Je vais vous parler du peuple palestinien. Alors oui, je sais, ça vous ennuie. Vous aimeriez bien qu'Israël puisse continuer à tranquillement génocider, nettoyer ethniquement, assassiner, torturer ou emprisonner sans le moindre motif. Ça vous ennuie qu'on refuse d'oublier les Palestiniens parce qu'ils ne comptent pas pour vous. Vous l'avez démontré sans ambiguïté depuis octobre 2023 avec un cynisme qui a définitivement jeté la honte et le discrédit sur notre diplomatie. Mais rassurez-vous, je ne vais pas être long, je suis limité par le temps. Je voulais juste vous alerter sur le fait que le cessez-le-feu à Gaza, annoncé il y a 3 mois, n'existe pas et que le génocide continue. Depuis le 10 octobre dernier, 450 Palestiniens ont été tués à Gaza. Parmi eux, plus de 100 enfants, des centaines d'autres enfants ont été blessés. Par ailleurs, Israël continue à tout raser. 2500 bâtiments ont été détruits à Gaza ces 3 derniers mois. La plupart des Gazaouis vivent sous des tentes, dans le froid. Les enfants sont toujours privés de tout, à commencer par l'éducation. L'aide humanitaire est largement insuffisante et ça va empirer puisqu'Israël vient de décider de retirer l'accréditation à 37 ONG étrangères. La situation sanitaire et médicale est absolument terrifiante. Près de 20 000 Palestiniens sont en attente d'évacuation pour être soignés en dehors de Gaza. La France, là encore, ne fait strictement rien ou presque, puisqu'elle n'a accueilli depuis 2 ans que 29 enfants gazaouis blessés ou malades. Un chiffre absolument dérisoire. Et en Cisjordanie, occupée, évidemment, de nouvelles colonies illégales viennent d'être programmées. Alors à vrai dire, j'attends aucune réponse de votre part, puisque je sais par habitude maintenant que vous hésiterez entre insinuer que ce constat est antisémite ou nous dire que vous dénoncez évidemment les actions d'Israël avec la plus grande fermeté, ça va de soi. Merci beaucoup, monsieur le député. La parole est à monsieur Jean-Noël Barrot, ministre de l'Europe et des Affaires étrangères. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député, vous avez des indignations sélectives. C'est votre problème, ça n'est pas le nôtre. Et je dois vous rappeler, Monsieur le député, qu'il y a à peine quelques semaines, c'est la France et ce président, ce gouvernement qui a reconnu l'État de Palestine. Et que nous n'avons aucune difficulté à dénoncer les violations du droit international lorsqu'elles se produisent à Gaza, lorsqu'elles se produisent en Cisjordanie, lorsqu'elles se produisent en Irak et qu'elles sont le fait des bourreaux des yézidis, lorsqu'elles se produisent au Soudan, lorsqu'elles se produisent en République démocratique du Congo. Et nous n'avons évidemment aucune difficulté, en tout cas pour l'immense majorité de cet hémicycle, à exprimer de tout notre cœur notre solidarité avec le peuple iranien, aujourd'hui victime d'une répression sanglante, ce qui, semble-t-il, est hors de votre portée, puisque vous n'avez pas le moindre mot pour les victimes de cette répression. Ceci étant dit, puisque vous appelez l'attention du gouvernement et de la représentation nationale sur Gaza, eh bien, il y a un certain nombre d'indignations que oui, nous partageons avec vous comme avec d'autres. Le retrait de leur autorisation d'exercer à plus de 30 organisations non gouvernementales a fait l'objet de démarches de la part des autorités françaises et de leurs partenaires européens pour dénoncer ce qui risque d'aggraver encore une crise humanitaire qui n'est pas résolue. L'autorisation par le gouvernement israélien de 19 colonies nouvelles crée un risque d'annexion de facto de la Cisjordanie qui briserait l'espoir d'un peuple palestinien de pouvoir disposer de son propre État. Que ce soit sur le plan humanitaire, sur le plan de la sécurité à Gaza et sur le plan de sa gouvernance, nous restons et resterons pleinement mobilisés. Merci beaucoup, monsieur le ministre. Il vous reste 2 secondes, monsieur le député. La vérité, c'est que vous avez sacrifié le peuple palestinien. Je vous remercie. La séance des questions au gouvernement est terminée. La séance est suspendue pour quelques minutes. Merci d'avoir suivi cette séance des questions au gouvernement et les votes majeurs qui engagent l'avenir du pays. Si ce décryptage de la vie parlementaire vous a été utile, n'oubliez pas de liker la vidéo, de la partager et de vous abonner pour ne manquer aucun débat essentiel.